Mars 2024, 13 hommes encagoulés tombent simultanément dans les filets policiers à Marseille, Rennes et dans les Alpes de Haute-Provence. L'opération Plastnet XXL semble sonner le glas de la DZ Mafia, cette organisation criminelle qui générait 6 milliards d'euros annuels. Pourtant, dans les rues silencieuses de la Paternelle, les habitants scrutent toujours les ombres avec inquiétude. Car derrière ce calme apparent, l'hydre criminel prépare sa métamorphose la plus dangereuse. Dans les ruelles étroites de la Paternelle, quartier nord de Marseille, les tags DZ Mafia n'ont jamais vraiment disparu. Simplement, ils sont devenus plus discrets, gravés dans l'ombre plutôt qu'exposés en pleine lumière. Pendant que les médias célébraient les arrestations spectaculaires et les démantèlements retentissants de 2023 et 2024, une vérité plus sombre se dessinait. La machine criminelle la plus redoutable de France avait simplement coupé ses têtes les plus visibles pour mieux faire repousser ses tentacules dans l'obscurité. Car contrairement aux prédictions optimistes des autorités, la DZ Mafia n'a pas succombé sous les coups de boutoir policiers. Elle s'est métamorphosée en quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple gang de cité. Marseille, 2011. Qui aurait pu imaginer qu'un simple dealer des quartiers nord deviendrait le cerveau du cartel le plus redoutable de France? Mehdi Abdellatif Laribi, surnommé Tic, n'est encore qu'un petit vendeur de drogue quand il participe au barbecue marseillais. Ce triple assassinat où 3 jeunes de moins de 25 ans sont exécutés de sang-froid, puis leur corps carbonisé. Cette violence primitive, presque artisanale, semble appartenir à une autre époque quand on observe ce que la DZ Mafia est devenue aujourd'hui. Avec son frère aîné Lamine, Tac, Tic se forge une réputation dans le trafic de stupéfiants, accumulant les condamnations et les séjours en prison. Prison de Vendin-le-Vieil, 2020. Tic bénéficie des mesures de désengorgement carcéral liées à la pandémie et retrouve sa liberté avec 4 années d'avance sur sa peine initiale. Cette libération anticipée va révolutionner le paysage criminel marseillais de manière imprévisible. Dans sa cité de la Paternelle, stratégiquement située près de l'autoroute, les points de deal génèrent désormais jusqu'à 80 000 € par jour, un Eldorado criminel que Tic compte bien reconquérir. Mais l'homme qui sort de prison n'est plus le même. Derrière les barreaux, il a tissé des alliances avec d'autres caïds et imaginé une structure criminelle qui dépasserait tout ce que Marseille avait connu jusqu'alors. 2021 marque la naissance officielle de la DZ Mafia, non pas comme un gang traditionnel, mais comme une fédération de réseaux criminels opérant sous une même bannière. Le modèle révolutionnaire que Tic et ses associés mettent en place s'inspire des cartels sud-américains, une franchise criminelle où la maison mère DZ Mafia fournit la drogue et la protection, allouant les zones de vente à des équipes locales qui conservent une autonomie opérationnelle relative. Cette innovation organisationnelle va permettre à l'empire naissant de contrôler près de 160 points de deal dans la métropole marseillaise en moins de 2 ans. Territoire après territoire, la DZ Mafia étend son emprise avec une méthode implacable. La Paternelle devient le quartier général d'un empire tentaculaire qui englobe bientôt Bassins, Caliste, Plandau et une dizaine d'autres cités des Bouches-du-Rhône. Chaque conquête suit le même schéma: intimidation massive, élimination des concurrents récalcitrants, puis installation d'une hiérarchie locale chargée de faire remonter les profits. Les bénéfices quotidiens de certains points de deal atteignent des sommets vertigineux, 100 000 € par jour pour les plus rentables. Mais l'innovation majeure de la DZ Mafia ne réside pas seulement dans son organisation territoriale. Elle révolutionne également les méthodes de recrutement. Contrairement aux gangs traditionnels qui s'appuyaient sur les liens familiaux ou de voisinage, la DZ Mafia utilise massivement les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux membres. Snapchat, TikTok, Instagram deviennent les nouveaux terrains de chasse d'une organisation qui exhibe richesse et puissance pour séduire une jeunesse en quête de modèle. Des adolescents de 14-15 ans rejoignent les rangs du cartel, attirés par l'argent facile et le prestige illusoire d'appartenir à l'organisation criminelle la plus redoutée de France. L'empire DZ Mafia génère alors entre 5 et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, une fortune qui dépasse le PIB de certains pays africains. Ces sommes astronomiques permettent au cartel d'investir dans l'armement le plus sophistiqué: Kalachnikov, pistolets automatiques, explosifs, véhicules blindés.
C'est alors qu'éclate la rivalité la plus sanglante que Marseille ait jamais connue. Face à la DZ Mafia se dresse le clan Yoda, une organisation concurrente dirigée par Félix Bingui, alias le Chat. La guerre qui débute en 2023 révèle cette puissance de feu terrifiante. L'année 2023 s'achève sur un bilan macabre. 49 homicides liés au narcobanditisme, dont 35 directement imputés à cette guerre fratricide. Cette violence extrême ne connaît pas de frontières géographiques. En mai 2023, un commando de la DZ Mafia traverse l'Europe pour exécuter 2 membres du clan Yoda dans la station balnéaire espagnole de Salou, prouvant la capacité du cartel à exporter sa violence bien au-delà des limites marseillaises. Cette projection internationale marque un tournant. La DZ Mafia devient une menace transnationale capable de frapper partout où se trouvent ses ennemis. Face à cette escalade de violence inédite, l'État français mobilise des moyens exceptionnels. L'opération Plasnet XXL de mars 2024 marque le début d'une répression sans précédent. 13 membres présumés de la DZ Mafia sont interpellés simultanément. Les coups portés au cartel s'intensifient au fil des mois. Plus de 700 arrestations liées à la DZ Mafia ont lieu en 2023, tandis que des saisies records de drogue et d'armes démantèlent progressivement l'infrastructure criminelle. Les chefs historiques tombent les uns après les autres. Amin Wallan, alias Mamine Escobar, Gabriel Hori, dit Gabi, Madi Zerdoum, surnommé La Brute, tous ces nouveaux parrains du cartel se retrouvent derrière les barreaux. Au total, 27 des 30 principaux organisateurs identifiés des Z-Mafia sont désormais incarcérés dans des quartiers de haute sécurité. Cette stratégie d'isolement, inspirée du modèle italien du 41 bis utilisé contre la mafia sicilienne, semble porter ses fruits. Plusieurs procès retentissants affaiblissent durablement l'organisation. Même la guerre fratricide contre Yoda se termine par une victoire apparente de l'État. Les principaux chefs des 2 camps étant neutralisés, les affrontements perdent en intensité. Marseille retrouve un calme relatif et les autorités se félicitent publiquement des progrès accomplis. Pourtant, derrière cette façade victorieuse, une réalité bien plus troublante se dessine. La DZ Mafia n'a pas disparu. Elle a simplement appris à se rendre invisible. Privée de ses chefs historiques, l'organisation a opéré une transformation profonde qui la rend paradoxalement plus dangereuse qu'auparavant. Fini l'époque des guerres spectaculaires et des fusillades ostentatoires. Place désormais à une criminalité feutrée, infiltrante, qui s'inspire des méthodes des vraies mafias italiennes pour tisser sa toile dans l'économie légale et les institutions françaises. Premier signe de cette évolution, la diversification massive dans le secteur légal. Restaurants, snacks, bars à chicha, boîtes de nuit. La DZ Mafia investit massivement les profits de son trafic dans des commerces apparemment respectables. Ces établissements servent à la fois de couverture pour les réunions clandestines, de centre de blanchiment d'argent et de source de revenus additionnels. Plus alarmant encore, l'organisation impose désormais une taxe de protection à de nombreux petits commerçants des quartiers qu'elle contrôle. Un racket à la sicilienne qui rappelle le sinistre pizzo de la mafia italienne. Ces alimentations ne génèrent pas un énorme chiffre d'affaires, mais si 50 commerçants donnent ne serait-ce que 200 € chacun, à la fin du mois, le pactole est important, explique Mohamed Ben Medour, porte-parole des épiceries de nuit de Marseille. Cette déclaration révèle l'ampleur d'un phénomène qui s'étend bien au-delà de Marseille. À Istres, Vitrolles, La Ciotat et même jusqu'à Clermont-Ferrand, des commerçants signalent des tentatives de racket au nom de la DZ Mafia. Simultanément à cette infiltration économique, la DZ Mafia révolutionne ses méthodes de communication en exploitant massivement les outils numériques. Snapchat, TikTok et Instagram deviennent les nouveaux territoires de conquête d'une organisation qui maîtrise parfaitement les codes de la génération connectée. Des vidéos d'intimidation virales circulent en permanence, où des membres cagoulés exhibent armes et liasses de billets tout en proférant des menaces. Cette guerre psychologique 2.0 maintient un climat de terreur autour du nom DZ Mafia sans nécessité de passage à l'acte physique. Octobre 2024. L'organisation franchit un cap supplémentaire en organisant une véritable conférence de presse clandestine. 15 hommes encagoulés, rassemblés autour d'un drap siglé DZ Mafia, publient sur les réseaux sociaux un clip niant toute implication dans 2 récents assassinats à Marseille.
Cette démarche inédite, démentir publiquement une affaire criminelle, révèle une organisation désormais soucieuse de contrôler son image de marque et de dissocier son nom d'actions non autorisées. Cette maîtrise de la communication numérique s'accompagne d'une stratégie de recrutement d'une efficacité redoutable. La DZ Mafia n'hésite pas à enrôler des adolescents, voire des enfants, pour servir de guetteurs, de dealers et même de petits killers. Ces jeunes recrues constituent une main-d'œuvre idéale, corvéable, moins connue des services de police, passible de peine réduite en cas d'arrestation. Mais c'est peut-être dans sa capacité nouvelle à infiltrer et corrompre les institutions que la DZ Mafia révèle son adaptation la plus préoccupante. Décembre 2025, 2 employés administratifs du tribunal judiciaire de Marseille sont mis en examen pour avoir transmis des informations sensibles à des membres de l'organisation. Ces agentes consultaient illégalement les fichiers judiciaires pour renseigner leurs proches liés au narcobanditisme sur des enquêtes en cours. Pour à peine 3 600 €, le prix d'un scooter d'occasion, ces femmes ont bradé la justice française. Cette affaire révèle ce que Nicolas Besson, procureur de Marseille, appelle une corruption de basse intensité, mais croissante. Nous avons constaté une augmentation des phénomènes d'atteinte à la probité liés à ce narcotrafic, avertit-il, précisant que 18 dossiers d'infiltration de prisons, tribunaux ou douanes sont déjà à l'étude. Plus troublant encore, des téléphones portables de contrebande permettent aux chefs incarcérés de continuer à diriger les opérations depuis leur cellule. Amin Wallan, alias Mamine Escobar, est ainsi suspecté d'avoir commandité depuis la prison l'assassinat de Mehdi Kessassi en novembre 2025. Parallèlement à cette infiltration des institutions, la DZ Mafia développe une stratégie de légitimation sociale d'une sophistication redoutable. L'organisation finance désormais ponctuellement des distributions d'aide dans les quartiers qu'elle contrôle. Colis alimentaires, soutien à des associations locales, organisation de matchs de football. En comblant partiellement l'absence de l'État dans ces zones délaissées, elle espère gagner la loyauté, ou au minimum le silence, d'une partie de la population locale. Cette générosité calculée s'inspire directement des méthodes de la Camorra napolitaine. La DZ Mafia se présente comme un moindre mal qui redistribue une part de ses richesses dans la cité. Il nous aide pour certaines choses, mais en échange, on doit se taire sur le reste, confie un riverain sous couvert d'anonymat. Bien entendu, cette apparente bienveillance va de pair avec la terreur la plus absolue. Graffiti menaçant signé DZ Mafia, accompagné de symboles nazis et promettant « vous allez tous mourir » aux élus locaux. Le gang alterne habilement la carotte et le bâton pour asseoir son emprise territoriale. Aujourd'hui, l'influence de la DZ Mafia dépasse largement les frontières marseillaises. Ce qui se passe avec la DZ Mafia touche au moins une douzaine d'autres départements, surtout dans le sud de la France, alertait Gérald Darmanin en 2025. Lyon, Montpellier, Nice, mais aussi Clermont-Ferrand, Rennes et même certaines villes belges et italiennes, partout où existe un marché lucratif du stupéfiant, la pieuvre étend progressivement ses tentacules. Cette internationalisation s'accompagne d'alliances stratégiques avec d'autres organisations criminelles européennes. Des liens avec la Mocro-Mafia, cette mafia nord-africaine particulièrement active aux Pays-Bas et en Belgique, sont régulièrement évoqués par les enquêteurs. Plus préoccupant encore, l'organisation semble avoir établi des connexions avec les cartels sud-américains pour sécuriser ses approvisionnements à la source. Cette évolution vers une criminalité plus feutrée ne signifie pas une diminution de la violence. Elle devient simplement plus ciblée, plus calculée, plus terrifiante dans ses implications. L'assassinat de Mehdi Kessassi en novembre 2025 marque un tournant symbolique. La victime n'était pas un dealer concurrent, mais le frère d'un militant associatif anti-drogue. Ce crime vise à terroriser tous ceux qui oseraient s'opposer publiquement au système mafieux. Madame D, gérante d'une petite épicerie des Bouches-du-Rhône, incarne ces nouvelles victimes du système D, Z Mafia. Après avoir refusé de payer la taxe imposée par de jeunes malfaiteurs se réclamant de l'organisation, sa vitrine a été criblée de balles. L'angoisse, le stress, on ne peut pas travailler tranquillement dans ces conditions, témoigne-t-elle, résumant le calvaire quotidien de centaines de petits commerçants pris en otage par ce racket généralisé. Cette pression s'étend même au monde du spectacle. L'affaire SCH, ce rappeur marseillais dont l'équipe a essuyé des tirs à la Grande Motte en août 2024, révèle comment la DZ Mafia
tente d'étendre son emprise sur l'industrie musicale locale. Cette tentative d'extorsion sur une célébrité locale montre l'ambition démesurée d'une organisation qui ne recule devant aucune cible. Aujourd'hui, la réalité est cruelle. Malgré les centaines d'arrestations, les procès retentissants et les moyens exceptionnels déployés, la DZ Mafia n'a pas seulement survécu aux assauts répétés. L'État français, elle s'en est nourrie pour évoluer vers quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple gang de quartier. Nous luttons de toutes nos forces, mais l'ampleur du défi est énorme, admettait Gérald Darmanin, reconnaissant que l'organisation reste très difficile à combattre. Cette résistance s'explique par une adaptation constante aux contraintes imposées par les forces de l'ordre. Ils ont des trous de trésorerie de plus en plus importants. Le travail de la police paie, confirme Edicide, représentant du syndicat Unité SGP Police à Marseille. Mais cette pression financière les oblige à essayer d'extorquer et racketter les commerçants. Autrement dit, chaque coup porté par l'État pousse l'organisation à diversifier ses activités criminelles, la rendant paradoxalement plus difficile à combattre. Face à cette machine criminelle qui repousse ses têtes plus vite qu'on ne peut les couper, les autorités françaises se trouvent confrontées à un défi d'une ampleur inédite. La création de quartiers anticriminalité organisés en prison, le renforcement des effectifs de magistrats spécialisés, l'adoption de mesures inspirées de la lutte anti-mafia italienne, tous ces efforts témoignent d'une prise de conscience tardive, mais réelle, de la menace. Pourtant, ces victoires tactiques ne doivent pas masquer l'échec stratégique fondamental. Tant que persisteront les inégalités sociales qui nourrissent le recrutement criminel, tant que l'argent facile du trafic continuera d'attirer une jeunesse désœuvrée, la DZ Mafia ou ses successeurs continueront de prospérer. Car au-delà des individus arrêtés et des réseaux démantelés, c'est tout un système criminel qui s'est enraciné dans le terreau social français. Aujourd'hui, dans les rues silencieuses de la Paternelle où tout a commencé, les anciens habitants scrutent les ombres avec inquiétude. Ils savent que derrière le calme apparent, bête sommeille, observe, s'adapte. La DZ Mafia n'a peut-être plus le même visage qu'en 2023, mais son cœur bat toujours, plus fort, plus intelligent, plus dangereux que jamais. Et tandis que les autorités se félicitent de leur succès temporaire, l'hydre criminel prépare déjà sa prochaine métamorphose. Dans cette guerre sans fin entre l'État et le crime organisé, une certitude demeure. La DZ Mafia a définitivement prouvé qu'elle savait mourir pour mieux renaître de ses cendres.